Salut les geeks. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur cette chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai découvert les X-Men en juin 1982 grâce à la magique revue lulienne appelée Special Strange. Je me dis souvent que j'ai découvert ce fantastique groupe de mutants colorés au meilleur moment et que dans d'autres circonstances je n'aurais jamais aimé Marvel. En effet, entre le Special Strange 28 et 33, j'ai été immergé dans la fabuleuse période Claremont-Byrne et si j'avais lu les X-Men après ou avant, je n'aurais jamais accroché, c'est une certitude. C'est au cours de décembre 1983 en lisant le Special Strange 34 que je découvre, lors de l'épisode Élégie, un résumé des aventures des X-Men fait mentalement par Cyclope durant le dernier hommage rendu à Jean Grey. Cet épisode est une mine d'or pour le gamin qui adule les X-Men et qui n'a pas eu la chance de connaître les premiers moments de cette fabuleuse équipe. Le résumé était tellement détaillé que je mourais d'envie de mettre la main sur les Special Strange précédents. Et c'est en allant chez mon vendeur de comics habituel que je découvre tout en haut d'une étagère de comics à l'abri des regards un trésor inestimable pour le fan des X-Men que j'étais. Les shops étaient un véritable bazar où les livres étaient entreposés n'importe comment et là, cachés entre d'autres comics, m'est soudainement apparu les Special Strange 13, 14 et 15, datant respectivement d'août 1978, décembre 78 et avril 1979. La surprise de cette découverte fut à la hauteur du contenu de ces épisodes. Je vous propose donc une relecture de ces petits bijoux dans 3 épisodes différents, à commencer aujourd'hui par le Special Strange 13, dont la couverture ne paye pas de mine avec Khazar et la chose, mais dont la première page met tout de suite en appétit avec cet incroyable épisode des X-Men contre le fléau. Il s'agit de l'épisode tiré du Uncanny X-Men numéro 102, datant de décembre 1976, écrit par Chris Claremont et dessiné par Dave Cockrum. Et la première page est tout bonnement hallucinante. Au premier plan, Tornade complètement paralysé par une crise de panique claustrophobe, et à l'arrière-plan, un Serval et un Diablo valdinguant sous les coups puissants du fléau, tandis que Colossus est projeté dans les airs. Waouh, quelle entrée en matière, avec un titre sous forme de question, lequel vaincra le fléau? Et oui, mes bons amis geeks, les X-Men sans Cyclope sont tombés dans un piège tendu par cette racaille de Black Tom Cassidy, le cousin malsain du hurleur. Et pendant que les deux cousins mesurent leur degré de testostérone, Serval, Colossus et Diablo apprennent à faire parler le cuir avec le fléau, et d'ailleurs ils se font quelque peu tanner. T'as compris la blague? Tanner le cuir. Sans organisation et sans leur leader naturel, le charismatique et expérimenté Cyclope, qui pourrait les coordonner, le groupe n'arrive pas à défaire les deux vilains, et au final ils sont vaincus, les uns après les autres, dans une bataille de tous les diables. Pendant ce temps, la pauvre Ororo est paralysée par une terrible claustrophobie. Cette crise est l'occasion pour le lecteur de découvrir les origines de la belle Tornade. L'esprit d'Ororo se remémore son enfance. On y voit comment ses parents ont quitté leur maison à Harlem en 1951 pour aller vivre au Caire. On y apprend ensuite comment ses parents seront tués dans les premiers raids aériens de la crise de Suez en 1956. Chris Claremont y va franco en intégrant l'univers des X-Men dans la réalité de la Terre 616. La crise de Suez qui a ravagé l'Égypte d'octobre 56 à mars 57 s'inscrit certainement dans un souci d'actualité pour ancrer l'épisode des X-Men dans une réalité connue du lecteur et probablement aussi pour aller dans la dénonciation politique. C'était une époque où les auteurs n'avaient pas peur d'utiliser un contexte politique pour faire passer un message fort. Ici, c'est clair, Claremont critique vigoureusement les gouvernements français et britanniques. On y apprend qu'Ororo a été enterrée vivante et qu'il en a résulté un traumatisme qui la marquera à jamais. Devenue orpheline dans les rues du Caire, Ororo devient une voleuse de la rue pour survivre jusqu'à ses 12 ans, où elle ressent un étrange appel qui l'amène au Kenya. C'est là que ses pouvoirs de mutante se manifestent. Vénérée comme une déesse par les autochtones, elle finit par être contactée par le professeur Xavier qui vient la recruter. J'aime beaucoup le mec en fauteuil roulant qui se tape tout le trajet jusqu'au Kenya pour recruter Tornade. Bref, l'angoisse de Tornade finit par atteindre Xavier qui, grâce à ses pouvoirs télépathiques, comprend que ses élèves sont en danger. Le professeur est à ce moment-là à New York où il rend visite à Jean Grey qui est convalescente sur son lit d'hôpital après avoir survécu au crash de l'astronef dans l'épisode précédent. Vous savez quand elle est devenue Phénix. Bref, elle va mieux et elle n'est plus en danger. Je dis ça car c'est important pour évoquer ce qui va suivre. Au passage, on remarque le caméo de Misty Knight, qui est presque totalement snobé par Xavier lorsqu'il demande à Cyclope de le suivre dans le couloir. Et tandis que les deux hommes quittent la pièce, Jean et Misty Knight discutent des événements passés et de l'étrange rapport que Jean entretient avec la mort à ce moment-là. Ce n'est pas un choc classique et inutile pour le scénario, bien au contraire. Si c'est anodin pour le lecteur à ce moment-là de la saga et qu'on se dit « Bah oui, la pauvre, elle est en état de choc », pour Claremont, le procédé est très habile. Il nous place un indice énorme. Jean fait allusion à l'idée qu'elle était morte et que c'était comme si elle avait été ressuscitée. Et après coup, le lecteur se rendra compte que Claremont nous a laissé une piste sur le fait que nous n'avons pas Jean Grey à ce moment-là, mais Phénix qui, je vous le rappelle, a remplacé Jean lors du crash de la navette et l'a mise en hibernation dans un cocon photonique. Il est clair qu'à ce moment-là, Phénix se prend pour Jean. Malin le grand Chris. Et nous on n'a rien vu. Pendant ce temps-là, Xavier demande à Scott d'aller en Irlande pour aller sauver les X-Men. Et c'est à ce moment-là que personnellement, Cyclope est tombé de son piédestal et que j'ai voué un mépris, pour ne pas dire une haine, pour ce personnage jusqu'à aujourd'hui. Il passe en quelques cases du leader charismatique au plus gros des bâtards. Ça m'a toujours amusé quand je discute avec d'autres fans et qu'on me dit que Cyclope est droit, charismatique et irréprochable
irréprochable, que contrairement à Serval qui est asocial, mais c'est vrai, Scott est un mec bien qui mérite notre respect. Que chi les amis. Dans cette scène, Cyclope refuse de quitter Jean pour aller sauver ses copains. Il est pourtant leur chef, il doit être à leur côté. Son rôle de leader est de sauver ses amis. Eh ben non, il refuse de partir, préférant rester aux côtés de Jean, qui bien que convalescente, n'est plus en danger de mort. Quel bâtard! Alors ne venez plus jamais me dire que Cyclope vaut mieux que Serval. Au passage, quand tous les X-Men sont capturés par le Club des Damnés dans le spécial Strange numéro 30, qui est-ce qui, malgré la défaite assurée, va tenter de délivrer ses copains? C'est Serval. Ouais, le type asocial. Alors s'il vous plaît, arrêtez avec la supposée droiture de Cyclope. Depuis cet épisode, il est pour moi le mec méprisable qui a laissé tomber ses copains, et ça pour moi, bah ça passe pas, hein. Mais après, ça n'engage que moi bien sûr. Hein. Et pendant ce temps-là, en Irlande, les X-Men se font défoncer par le fléau. Après le chaos de Serval, c'est au tour de Diablo d'être assommé. Et là, chose curieuse, le lecteur constate qu'une partie de son corps qui se trouve dans l'ombre devient soudainement invisible. Officiellement, c'est la première fois que l'on découvre la capacité de Diablo à devenir invisible dans les ombres. Et puis, tout d'un coup, un passage secret du château s'ouvre et un groupe de léprochaumes traîne Diablo dans le passage secret susdit. Black Tom finit par vaincre le hurleur pendant que Colossus se fait défoncer par le fléau. Tornade sort un peu en retard de sa crise et tente d'attaquer le fléau avec un éclair, chose débile car la décharge revient dans la tronche de la belle Roro. Les X-Men ont tous été vaincus et les deux affreux annoncent qu'ils vont les prendre en otage pour attirer Charles Xavier et le faire tomber dans leur piège. Mais quel épisode les enfants, quel épisode! Il m'avait vraiment scotché. Qu'est-ce qui allait se passer? Comment mes chers X-Men allaient pouvoir s'en sortir sans ce bâtard de Cyclope qui les laissait tomber? Inutile de vous dire que je me suis empressé de me jeter sur le spécial Strange 14. Et ça, je vous le raconterai dans un prochain épisode. Salut les geeks!